nous retrouvons pour l'actualité politique du secteur vue par les présidentes et les présidents de fédérations de l'Union. Alors on en a déjà beaucoup parlé ce matin, crise du logement, mais surtout nouveau gouvernement, nouveau ministre, une ministre du logement et de la rénovation urbaine, une ministre de plein exercice, comme l'a fait remarquer Emmanuel Cos ce matin. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment on voit les choses? Quels sont les dossiers un peu urgents à traiter? Qu'est-ce que vous attendez aussi des parlementaires, hein, puisqu'on va attaquer le budget pour l'année qui viendra et beaucoup de questions qui restent en suspens. Donc on va voir toutes ces questions. Est-ce que vous en attendez, vous, les présidentes et les présidents de fédération? Donc je suis avec Marie-Noëlle Lindemann, présidente de la Fédération des sociétés coopératives HLM. Bonjour. Yannick Borde, président de ProCivis. Bonjour et bienvenue. Jean-Luc Vidon, président de la Fédération nationale des associations régionales. Valérie Fournier, présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Et enfin, Marcel Rogemont, président de la Fédération des offices publics de l'habitat. Une précision, vous pouvez poser vos questions lors des plénières là de maintenant et de tout à l'heure. Vous avez le numéro de téléphone qui va s'afficher, le 06 44 64 65 04. Vous envoyez un petit SMS et on traite instantanément, ou presque, dans la mesure du possible, vos questions. Donc n'hésitez pas, allez-y. En fonction des sujets qui sont traités, vous pouvez y aller. J'ai la petite tablette avec vos questions qui vont s'afficher de toute façon au centre. Alors, je commence. Je l'ai dit, un nouveau gouvernement, nouvelle ministre. On l'a tout de suite, ça c'est un peu nouveau aussi. On a un gouvernement et tout de suite on a la ministre et de plein exercice. Qui veut commencer à me dire un petit peu ce que vous attendez de ce gouvernement qui est en train de se positionner? On attend évidemment encore le discours de politique générale qui va arriver le 1er octobre, mardi prochain. Qu'est-ce que vous en attendez? Peut-être un premier mot, Yannick Borde, sur le sujet. Bonjour à tous. D'abord, peut-être quelques mots de satisfaction. C'est certes d'avoir un gouvernement, mais ça on savait quand même que ça allait arriver à un moment ou à un autre, mais d'avoir aussi un ministre de plein exercice. Et c'est vrai que la question du logement, qui est souvent absente, on va dire, des campagnes politiques, des campagnes électorales, pendant la campagne législative, même si la campagne était très particulière, je pense que beaucoup de candidats ont eu sur le terrain des retours sur la situation quand même du logement. Donc on a vu qu'elle était apparue quand même dans un certain nombre de débats, de questionnements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors ça a pu faire sourire, ça nous a peut-être plus agacé. On a vu pendant l'été aussi les réactions et du président de la République et du ministre de l'économie sur un espèce de mea culpa, enfin une reconnaissance légère, je veux dire comme ça, que peut-être ce qui avait été conduit depuis quelques années n'était peut-être pas à la hauteur des enjeux, et en tout cas était à la cause des difficultés. Ça, on peut être assez d'accord avec ça. Vous l'avez pris comme un véritable signal de En tout mea cas, culpa, de dire on va peut-être modifier un peu les choses? quand vous êtes pendant tout un certain temps sans avoir d'écoute, vous vous raccrochez aux moindres petites choses qui arrivent. Donc voilà. Donc deux choses, son Voilà. mea culpa et la ministre. Donc voilà. Et donc maintenant, il y a la ministre de plein exercice. Tout le monde pourrait le dire, je pense, à ma place, mais on a une ministre qui a déjà une très grosse expérience parlementaire, qui a une expérience sur les questions de logement, elle les a traitées en tant que parlementaire, qui a une expérience d'élu local, donc elle coche évidemment beaucoup de cases par rapport à ce qu'on souhaitait, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'attentes, donc il va falloir que ça réponde aux attentes. Et puis peut-être pour laisser la parole à mes collègues aussi, je pense qu'il n'y a plus de débat à avoir sur deux choses. Un, le constat, c'est pas la peine qu'on fasse des séances interminables pour savoir vraiment quelle est la situation. Je pense que tout le monde la partage. On va au moins gagner du temps là-dessus. Et puis, je voudrais juste rappeler aussi qu'en 2023, tous ensemble, avec beaucoup d'autres acteurs de la filière, on a bossé dans le cadre de ce qui s'appelait le CNR, logement. Oui. Je pense que sur les étagères, il y a toutes les solutions. Notre imagination, à un moment donné, elle a des limites quand même. Et à nous de retravailler sur un certain nombre de sujets. Et puis, peut-être dernier élément pour la partie un peu introductive, qui est une position du réseau ProCivis que moi je plaide fortement et que je demande à mes équipes aussi de tenir, c'est que ayons aussi quand même en regard la situation des finances publiques, côté dépenses et côté recettes, et inscrivons aussi nos actions dans cette logique-là et aidons Valérie Létard sur des propositions qui permettront d'être respectueuses de cette situation-là et tenter de l'améliorer. D'accord. Marie-Noëlle Lindemann, est-ce que vous partagez donc ces bonnes nouvelles, on va dire, qu'elles se raccrochaient, qui sont encore que des petits signaux?
C'est sûr que la nomination de Valérie Létard, dans le cadre actuel, a l'avantage de nous mettre une ministre du Logement qui, depuis de nombreuses années, a fait un diagnostic assez sérieux de l'état de la situation du logement et du logement social. Puisque au Sénat, avec Dominique Estrosi-Sassone et Viviane Artigalas, que j'ai vu tout à l'heure, nous avons fait de nombreux rapports, de nombreux votes, de nombreux débats qui mettaient l'accent sur l'ampleur et la gravité de la crise. Il ne faut pas oublier que cette crise vient de loin et qu'elle a été accélérée par les politiques menées depuis Emmanuel Macron. Mais si je dis qu'elle vient de loin, c'est que je ne crois pas qu'on puisse tenter de croire qu'on va régler les problèmes sans regarder un peu les faits à long terme. Parce que tout le monde dit qu'il faut être pragmatique, il faut être pragmatique, il faut être pragmatique. Puis au bout du compte, la somme du pragmatisme passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter juste l'urgence, il faut par exemple, projeter dans du long terme. Une des raisons stratégiques de la crise du logement, c'est le décalage important qui s'accroît entre les prix du foncier, les prix de l'immobilier et l'évolution des revenus des Français. Il y a un tel décalage que maintenant, la moindre opération, soit il y a des masses d'argent public qui compensent ces hausses des coûts, soit on produit des logements qui ne sont pas adaptés aux besoins, ou on n'en produit pas parce qu'on n'arrive pas à équilibrer. Et là, ça suppose quand même qu'il y ait des lois de régulation, sauf que les libéraux, et notamment M. Macron, avaient fermé la porte à toute idée de régulation. La régulation, elle ne peut pas être brutale. Son effet ne peut pas être immédiat. Mais si on ne l'engage pas, ça va faire que croître et embellir. La question du foncier, qui a été d'ailleurs traitée ou au moins dite au CNR, est essentielle. Le deuxième sujet, là je vais mettre un peu les pieds dans le plat, c'est que déjà il n'y avait plus d'argent, en tout cas pour le logement, il y a eu une baisse passive des crédits du logement, mais je ne suis pas sûre que l'argent ait été mis là où c'était indispensable et là où c'était prioritaire. Je prends un exemple, l'investissement locatif, où quand on dit les promoteurs, il faut maintenir le Pinel. Le Pinel a eu son opportunité au moment de la crise, pendant 2 ou 3 ans, il fallait un coup de booster. Mais faire durer ça pendant 10 ou je ne sais plus combien d'années, ça coûte quand même du 2 milliards par an. Or, ces 2 milliards, eh ben, ils ont contribué à augmenter les prix du foncier. Il aurait mieux valu soit soutenir l'accession à la propriété pour les catégories modestes et moyennes, soit nous aider en aide à la pierre dans le logement social, dans toute sa gamme, qui va du PLAI jusqu'au plus au PLS. Quand on nous dit le logement intermédiaire, quand vous voyez la dépense pour un logement intermédiaire, il est quasi comparable, si ce n'est plus, Marcel vous dira, parce qu'il nous donne souvent l'exemple, d'un PLS. Or, le PLS, il est durablement locatif. Le logement intermédiaire, au bout de 5 à 7 ans, peuvent être vendus avec des ventes à la découpe. Donc, non seulement il y a une baisse des crédits, mais il n'y a pas eu de régulation, il n'y a pas eu d'effort dans les secteurs qui étaient les plus efficients, soit pour le parc, pour la promotion résidentielle, soit au regard des besoins prioritaires de la nation. Valérie Fournier, est-ce que vous partagez justement ce constat de non seulement une baisse des crédits, mais en plus un mauvais ciblage, on va dire, et est-ce que vous attendez justement des modifications de ce côté-là de la part de notre nouvelle ministre, Valérie Létard? Alors oui, je partage bien évidemment ce qu'ont dit aussi bien Yannick que Marie-Noëlle. Après, moi, là on est un peu dans l'entre-deux, puisqu'on attend un discours de politique générale. Donc on a une ministre qui, comme ça a été dit, est quelqu'un qui connaît le secteur, qui a été engagé sur les questions de logement et qui en plus les connaît, y compris dans son territoire. Donc ça, c'est déjà une force. La deuxième chose, moi, ce que je retiens en tout cas de son discours hier de passation, c'est ce qu'elle a dit. Et je pense que dans ce qu'elle a dit, elle a quand même marqué un certain nombre de points sur le changement du paradigme. Depuis, comme l'a dit Marie-Noëlle, depuis 2017, on a beaucoup de mal à expliquer que le logement, c'est certes un objet immobilier qui sert à loger des familles ou des gens et à leur donner un pouvoir de vivre, mais que le logement, ce n'est pas de l'immobilier et pas du marché immobilier. C'est ça notre difficulté et le paradigme qu'on a du mal à avoir avec ces équipes. Je trouve que, qu'est-ce qu'elle a dit hier? Elle a dit que le logement, c'est vital pour les familles. C'est fait pour loger des gens.
Donc déjà, c'est déjà un positionnement qui est différent que de savoir si on est sur le marché de l'immobilier. La deuxième chose qu'elle a dit, c'est qu'elle voulait travailler en confiance avec le secteur. Je rappelle que ça fait 4 ans qu'on attend ce fameux pacte de confiance, et donc tant mieux. Après, objectivement, comme l'a dit Yannick, les finances publiques sont ce qu'elles sont. Je ne crois pas que ce sera le grand soir dans la loi de finances. À nous d'être suffisamment intelligents pour accepter de travailler. Comme je dis, parfois, il faut travailler pour voir et pas forcément voir pour travailler. Et ça, c'est un enjeu pour nous collectivement. Jean-Luc Vidon ou Marcel Rogemont, cette idée qui a un positionnement un peu différent de la ministre déjà au moment de cette passation de pouvoir, donc c'est déjà encore des petits signaux. Est-ce que vous partagez ce constat? Et puis cette idée, peut-être, que le travail en collaboration avec les acteurs du secteur peut se faire un petit peu plus en confiance que ce qui s'est fait auparavant dans le gouvernement. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, on observe avec intérêt la nomination d'une ministre qui connaît le secteur et qui a montré l'intérêt qu'elle porte à la politique du logement. On sera content ou pas content quand on l'aura entendu. Et surtout quand on saura quelle va être la politique qu'elle va pouvoir appliquer. Je ne doute pas de ses convictions. Je m'interroge sur les marges de manœuvre dans un contexte économique qui est effectivement complexe. Mais est-ce que vous attendez, par exemple, que dans le discours de politique générale, comme on a entendu un mea culpa, est-ce que si le sujet est abordé ou pas abordé, selon comment il est abordé, justement ce positionnement différent dont parlait Valérie Fournier, est-ce que ça sera des premiers signaux pour vous? Enfin, on n'attend pas de... Le sujet n'est pas un mea culpa. Le sujet, et il est urgent, et on a quand même attendu longtemps, trop longtemps avant d'avoir ce gouvernement. Le sujet, c'est qu'il y a 2 700 000 personnes qui attendent un logement social. Le sujet, c'est qu'il n'y a plus de parcours résidentiel. Le sujet, c'est qu'il y a des conditions d'hébergement pour les personnes en difficulté qui sont dramatiques. Et le sujet, c'est que depuis 2017, malgré les alertes du mouvement HLM, il ne s'est rien passé. Qu'on a vu se succéder 5 ministres du logement, dont 3 les 2 dernières années, dont le dernier qui nous a proposé un projet de loi qui ne permettait pas, qui n'était pas à la hauteur des enjeux que nous avons à traiter. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est d'abord de retrouver la confiance avec le gouvernement. Je pense qu'avant de parler d'argent, il faut déjà savoir si la politique du logement est prioritaire, si elle sera ambitieuse et si un travail en confiance peut se nouer avec les bailleurs sociaux qui sont prêts à ça à l'échelle nationale et, comme je représente l'AFNAR, également sur tous les territoires. Je vois ce que font les associations régionales avec l'État local, avec les collectivités qu'il faut saluer, pour essayer de sortir de cette crise du logement. Simplement, pour le moment, eh bien, nous n'avons pas de cap. Et puis, une fois qu'on aura défini le cap, il faudra quand même, à un moment donné, qu'on parle de la question des moyens. Je veux bien qu'on dise que l'État est impécunieux, qu'il y a la situation qui est complexe, mais la politique du logement, c'est la politique qui concerne un droit fondamental. C'est la politique d'un État, d'un pays qui, en 2007, a voté une loi qui s'appelle la loi sur le droit au logement opposable et qui garantit en principe à chacun qu'il peut avoir accès à un logement ou à un hébergement. Et la question que nous posons aujourd'hui à la ministre et au pouvoir public, c'est est-ce que vous nous donnez comme signal, et je termine par là, le fait qu'on continue dans une politique qui va essayer de gérer un petit peu mieux la pénurie que nous connaissons, mais qui ne changera rien avec les résultats qu'on a vus et qu'on verra, je ne l'espère pas, demain dans les urnes par rapport à des politiques publiques qui abandonnent certaines catégories de population, ou bien est-ce que notre objectif commun avec l'État, et on est prêt à discuter avec Valérie Létard de cette question, c'est de voir comment on peut redonner un cap, une ambition et quelques moyens. L'Union sociale pour l'habitat a fait des propositions extrêmement précises, peut-être qu'il faudra trier, prioriser, mais en tout cas, les propositions du mouvement sont là, elles sont précises et elles attendent réponse. Des propositions sur la table. Merci beaucoup. Marcel Rogemont parle de confiance, on parle d'ambition, de cap, et puis évidemment de moyens financiers. Vous partagez cette idée pour avancer avec cette nouvelle ministre et ce gouvernement? C'est-à-dire qu'en 7 ans, on a 6 ministres. Donc la première chose que je voudrais souhaiter à Valérie, c'est qu'elle dure. De durer un peu. Qu'elle dure. Un peu plus. Parce que dans l'instant, on ne fait pas grand-chose. On rencontre tout le monde. Regardez M. Vergrit, qui est un homme sympathique. On l'a vu, hein, 1 fois, 2 fois. Ici Et même. paf, il se barre. Bon, on recommence.
Et là, on va recommencer la même sérénade, etc. Donc on voudrait qu'elle s'assoie à côté de nous, d'accord? Et puis qu'elle se tranquille, qu'on puisse discuter des choses. J'étais mercredi à la buvette de l'Assemblée. Elle passait à ce moment-là, puisqu'elle a quitté le Sénat pour aller à l'Assemblée. Elle me dit, Marcel, il faut qu'on te parle. Ben, j'ai dit, d'accord. On a parlé pendant 2 heures. Mais je lui disais à Valérie, j'ai dit, attends, de quoi on parle? De qui on parle? Avant de savoir l'argent, etc. De qui on parle? Moi, je sais qu'il y en a plusieurs ici qui ont vécu, Valérie par exemple, ont vécu dans une HLM. Moi, je suis né dans une HBM à l'époque. Mais mes parents étaient dans un bidonville. Ils arrivent dans un logement social. Ça veut dire quelque chose. Et ça, si on ne prend le logement social que d'une affaire immobilière, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous avez à peu près 5 millions de logements sociaux. À 100 000 € le logement, ça fait 500 milliards. Sur le plan économique, 500 milliards qui ne tournent pas. Donc il faut les faire tourner. Donc il faut vendre pour acheter, enfin, etc. Vous connaissez ces histoires. C'est ça. Donc c'est une déstabilisation, non pas du logement social en tant qu'organisation, mais dans l'objectif du logement social. Et ça, c'est crucial. Et c'est ce que j'ai dit à Valérie, si tu n'arrives pas à faire comprendre au gouvernement qu'on parle des vrais gens, des gens qui sont dans la difficulté. J'ai un collier. C'est nos amis de Polynésie qui me l'ont donné, et je le porte gaillardement, parce que là-bas aussi, il y a des problèmes. Je rencontrais nos amis du Québec. Eh bien, là-bas aussi. Et il y a une petite lumière qui s'allume. Alors, est-ce qu'elle va être bonne? C'est ça. Est-ce que c'est une bonne lumière ou pas? Mais on se dit, il y a tellement de problèmes du logement partout que peut-être il va falloir que l'Union européenne va vouloir s'en saisir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Je sais que Marie-Noël pense que non. C'est même s'ils s'y mettent sur le plan européen à légiférer et à réglementer, on en a déjà pas mal. Hein. Donc c'est ça. Donc moi, ce que je veux dire d'abord, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle dure, qu'elle ne soit pas là pour 1 an, ou même pas 1 an, à la limite, pourquoi pas. D'une part, et deuxièmement, qu'elle soit chargée du ce pourquoi on travaille, de ce pourquoi on finance. C'est de cela dont on parle. Quand la Fédération des offices a fait une analyse pour savoir quels étaient le sentiment des gens qu'on loge ou qui demandent un logement, la première chose qu'on citait, la stabilité. C'est-à-dire d'un seul coup, des gens qui vont rentrer dans un logement et qui vont avoir un élément de stabilité dans leur vie. Alors comme j'ai entendu un ministre qui aurait dû ne pas prononcer ces mots, excusez-moi, de dire qu'il y en a marre du logement à vie dans une HLM. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un droit à être dans un logement HLM toute sa vie, ça n'existe pas. Et si les gens y restent parce qu'ils ne peuvent pas sortir, c'est parce que leurs revenus ne leur permettent pas de sortir. C'est parce qu'on a rompu, notamment avec le PTZ, notamment toute la question de l'accession sociale. Alors on accuse les gens qui sont dans le logement social en disant, dis donc, si vous vous barriez de là, ça ferait de la place pour les autres. Comme ça, ils deviendraient demandeurs de logement HLM. Donc quand on dit des énormités comme ça veut dire que sur le plan idéologique, sur le plan du placement de la question du logement, si on la place de cette façon-là, comment voulez-vous que l'on ait une prise en compte financière de ce pacte républicain auquel on contribue? Et donc ça, c'est une vraie question. D'abord, un peu de stabilité pour la ministre, je lui souhaite, et deuxièmement, qu'elle mène ce combat, j'allais dire idéologique, c'est-à-dire qu'il lutte contre cette idée que c'est une histoire de fric qui doit tourner le plus longtemps possible et le plus rapidement possible pour faire tourner la machine. On n'est pas là pour ça, on est là pour loger des familles, pour loger des enfants, pour loger des femmes qui sont avec leurs enfants seuls. C'est ça la réalité du logement social, et moi je souhaiterais qu'elle en prenne l'exacte mesure. La deuxième chose,
Oui. Peut-être qu'on va Après, on va- là. oui. Oui, on reviendra. Oui. On reviendra, oui, parce que je voudrais, avec Marie-Noëlle Lienemann peut-être, donc là on est parti sur la partie ambition et vraiment les grands changements. Si on s'intéresse aux dossiers prioritaires que vous aimeriez voir arriver sur la table de cette nouvelle ministre, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qui paraît prioritaire au-delà de l'ambition et du cap dont vous avez tous parlé? Il y a tellement de choses que c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est vraiment ultra prioritaire. Le problème, comme je disais, c'est qu'il faut mêler le court et le moyen terme et le long terme. Oui. Moi, je pense qu'une loi foncière et des mesures de régulation du foncier sont une urgence absolue. Parce que sinon, on va colmater, mettre des subventions, des modules, ça continuera à augmenter et tous les ans, on va découvrir qu'on n'arrive pas à construire, etc. Ça, c'est une urgence absolue. Mais ça ne va pas régler la crise tout de suite, parce qu'avant qu'elle ait de l'effet, sauf à mobiliser le foncier public de manière opérationnelle, et ça, évidemment, l'État est schizophrène, parce que le ministre des Armées veut vendre ses terrains au plus cher pour faire de l'armement, ce qui est légitime, et nous, les bailleurs sociaux ou les bailleurs, on veut l'acheter à un prix raisonnable, ce qui n'est pas compatible. Donc, il y a, en tout cas, ça, c'est le premier point. La deuxième chose... Donc le foncier d'abord, s'occuper du foncier. La question du foncier. La deuxième chose, c'est mettre prioritairement l'argent où il y a besoin. Et moi, je le dis tout net. L'avenir du logement social, c'est de permettre aux opérateurs sociaux de faire eux-mêmes de la maîtrise d'ouvrage et qu'on produise massivement du logement social dans toute sa gamme. Et c'est donc soit on met de la RLS, soit on remet la TVA, enfin, il y a un truc. Et pas, j'entends bien qu'effectivement, il y a des secteurs professionnels qui sont en difficulté. Mais les entreprises, si elles construisent pour les bailleurs sociaux, elles vont créer de l'emploi pour le pays aussi. Troisième chose, il faut arrêter l'absence de transparence. Nous, dans le monde du logement, on dit le logement rapporte énormément de recettes à l'État et aux collectivités, et il y a des dépenses. Donc il faut regarder l'équilibre dépenses-recettes, et d'ailleurs on voit bien que la chute actuelle de l'immobilier et de la construction amène à une baisse de recettes du côté de l'État. Moi je demande qu'il y ait un observatoire pérenne, tripartite, bailleurs sociaux, collectivités locales, État, pour faire tous les ans, comme on le fait pour les collectivités locales, le point de combien on a mis d'argent public dans le secteur du logement social, et à la limite du logement, mais au moins déjà du logement social, et combien l'État a touché de recettes, pour qu'on arrête de nous faire croire qu'on est ruineux pour la puissance publique, alors qu'il y a des tas d'autres crédits qui sont versés sans contrepartie, sans visibilité et sans recettes. C'est le deuxième point, et ça ne coûte rien, et ça permet dans la durée de garantir qu'on mobilise l'argent public pour des causes que vous avez parfaitement défendues. Je vous mets en garde sur la question européenne. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis un anti-européanisme, c'est une expérience. J'ai été la première fois députée européenne en 1984. Donc les délires de « on va faire européen, ça va mieux marcher », vous inquiétez pas, c'est pas grave si ça ne correspond pas aux besoins de la France, on va s'y adapter. Et puis je vois 25 ans plus tard où on en est. On m'a fait le coup sur le marché de l'énergie. Tu vas voir, Marie-Noëlle, ça va être mieux, ça va faire baisser l'électricité, tout le Bataclan. Tu te marches quand même avant de faire baisser, oui, il y a eu une marche. En plus, ça ne peut pas baisser. Enfin bref. Donc on est dans un mécanisme où, pourquoi je vous mets en garde? Premièrement, si c'est, alors on dit on va avoir des crédits européens. Je rappelle que la France est contributeur net. Chaque fois qu'on met 100 €, il y a 20 € français. Et les 100 € qu'on va mettre dans les fonds, ils ne vont pas venir en France. La plupart du temps, on ne récupère même pas les 20% qui correspondent à notre contribution au fonds européen. Deuxièmement, le fait de mettre en commun en Europe n'a pas de plus-value. Quand vous faites un marché de l'automobile, c'est sûr qu'on vend plus d'automobiles dans un marché unique que seulement en France. Ce n'est pas vrai pour le logement, c'est localisé. Troisième volet, c'est qu'ils vont vous définir le logement social selon les règles européennes. Et ce qui est majoritaire en Europe, ce n'est pas la version universaliste du social. On n'aide pas les organismes, on aide les gens qui contribuent aux locataires. C'est-à-dire, vous êtes un promoteur privé qui fait du logement social pour 5 à 10 ans, vous avez à peu près la même aide qu'un organisme HLM qui le ferait. Or, toute notre bataille, c'est de faire reconnaître que nous défendons un modèle français
et d'ailleurs pas seulement français, il y a un peu les Belges et autres, mais on est minoritaire en Europe, du logement à vocation universelle pour la mixité sociale et pas concentré sur les ultra-pauvres. Et une fois que vous aurez des critères de financement fixés par l'Union européenne, Ça sera compliqué. bon, je rajoute le livret A, mais ce sera pour une autre fois. Soyez vigilants sur le pseudo-marché unique du capital. Déjà, les PEA ne vont pas aux entreprises françaises parce que, soi-disant, il faut être européen. Ce qui allait à 100% pour l'industrie française ne va plus qu'à 60% à l'industrie française. Imaginez pour ça, pour le livret A. Marcel, vous vouliez réagir? Alors, Ah oui, non, moi il y a les questions européennes, il y a le foncier, le meilleur ciblage, et aussi cette idée d'observatoire pour savoir ce que coûte le logement social. Vous avez et ce qui compris. rapporte aussi à l'État. Vous avez compris pourquoi je parlais de la question européenne, quoi. oui, Hein, parce on a que vu moi, je suis un éternel comment, positif. J'espère toujours que ça va marcher bien. Par exemple, s'il y a deux choses que je voudrais qui changent, mais ce n'est pas les flux financiers. Les flux financiers, on peut les régler de différentes façons. Mais par exemple, d'arrêter de faire en sorte que le secteur du logement social soit le seul secteur avec la Française des Jeux à être taxé sur son chiffre d'affaires. Car la RLS, c'est une taxation sur le chiffre d'affaires. Et je disais à Kasparian, je lui disais, et en plus de ça, nous, on est très solidaires du déficit de la nation parce que la Française des Jeux est taxée à 5,1 et nous à 5,5. Ça doit changer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Quand vous êtes, le deuxième, et puis Oui. ma prime rénov', bon, ils mettent 5 milliards dans ma prime rénov'. Je dis, bah écoutez, nous, hein, je disais ça à Bercy, je dis, on représente 20% des logements sociaux, pas compliqué, ne nous donnez pas 400 millions, gardez-les. Vous nous donnez simplement 20% des 5 milliards. Et à ce moment-là, on réglera les problèmes. Et à ce moment-là, je pense que Bercy n'était pas très favorable à ça. Et je crois savoir pourquoi. Parce qu'ils se sont dit, si jamais je leur donne 1 milliard, ces cons-là, ils vont les dépenser. Parce qu'actuellement, dans ma prime rénov', ils ne les dépensent pas. Ça fait toujours bien 5 milliards. Ils étaient même à 7, ils en ont enlevé 2 parce qu'ils se sont dit quand même, là, on exagère. Donc, ils sont revenus à 5 et peut-être un peu moins. Voilà. Donc, ça aussi. Je voudrais qu'on ne nous prenne pas pour... Voilà. Hein, c'est des choses qu'il faille discuter. On est d'accord. C'est ce que j'ai dit à Valérie. On peut discuter de tout, mais pas de cette façon. Pas en nous insultant. Voilà, c'est clair, net et précis. Et donc, c'est une question d'éthique dans les rapports. Et je pense que Valérie peut apporter cela, je l'espère, en tout cas de cause. Je souhaite vraiment que ce soit cela. Taxation, ma prime rénov', qui risque en effet de un petit peu réduire et que vous puissiez en profiter. Jean-Luc Vidon, une réaction sur ces dossiers prioritaires et lesquels vous voyez, vous, de votre côté, côté Fédération nationale des associations régionales? Ça peut être une question complexe parce que les dossiers qui ne sont pas prioritaires, ça veut dire que voilà, ils passent un peu à la trappe. Moi, ce que je pense d'abord, c'est que il ne faut pas qu'on découpe en tranches la politique du logement. Il y a quelques sujets qui doivent être traités de front. Hein. Le où construire, où réhabiliter, moi, ça me pose un tout petit problème, par exemple. Donc, pour répondre à votre question, moi, je vois 3 grands sujets qu'on a à traiter ensemble. Le premier, c'est évidemment celui de la construction, et je l'illustre en rappelant ce qu'a dit Marcel à l'instant. Il y a 2 700 000 personnes qui attendent un logement social. On est dans un pays qui a dit que l'État était garant du droit au logement. Est-ce qu'on peut se satisfaire de dire, bon, bah, on sait que la crise va durer encore pendant 30 ans, avec ce que ça signifie dans la vie quotidienne des gens? Moi, je dis non. Le mouvement HLM ne peut pas avoir ce type de raisonnement. Il faut être pragmatique, mais il faut quand même qu'on rappelle, d'une part, que ce qu'on dit là, on le disait déjà il y a quelques années et que rien n'a été fait depuis, et qu'il y a une vraie urgence à répondre à un besoin de logement. Ce n'est pas n'importe quel besoin, le besoin d'avoir un toit. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est classique, hein, j'invente rien, c'est la rénovation énergétique, la transition. Parce que, on voit ce qui se passe tous les jours maintenant sur le plan environnemental. À Cannes l'autre jour, ailleurs 3 jours avant, le dérèglement climatique et ses conséquences, il est là.
il s'installe dans le paysage, il ne faut pas se raconter d'histoire, ce n'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Et nous, on a une responsabilité par rapport à ça, c'est de faire en sorte que notre patrimoine, qui est notre outil de travail, eh ben, il reste quelque chose de performant, c'est-à-dire qu'on l'adapte, c'est-à-dire qu'on le rénove, c'est-à-dire qu'on le décarbone, c'est-à-dire qu'on le rende plus performant, c'est-à-dire qu'on le renforce par rapport aux aléas climatiques. Et puis aussi qu'autour de nos résidences, parce que nos résidences, ce n'est pas seulement des blocs de béton posés dans le paysage, eh bien on s'intéresse avec les collectivités locales, par exemple, à la biodiversité. Par exemple, à tout ce qui fait le lien, la couture entre nos logements et la ville. Donc le deuxième sujet, il est là. Et le troisième sujet, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là d'ailleurs, c'est la question des services, parce qu'on loge des personnes. Notre métier, ce n'est pas de construire des immeubles, c'est de loger des gens. Et on loge des personnes qui ont besoin d'accompagnement, d'abord d'une bonne gestion, qui ont besoin de tranquillité résidentielle, qui ont parfois besoin d'accompagnement social, qui ont parfois besoin de soins, qui ont parfois besoin d'adaptation de leur logement par rapport à leur vieillissement. Et ça, les bailleurs sociaux peuvent le faire, savent le faire, le font déjà, mais ils savent une chose, c'est qu'ils auront à le faire davantage. À partir de là, et je termine par là, si on veut être efficace et cohérent, eh bien, ces trois chantiers, il faut les mener de front. Et pas dire, il y en a un qui est prioritaire et les deux autres qui attendront. L'État ne peut pas nous dire ça, parce que la politique du logement, c'est un tout. C'est quelque chose qui doit permettre à la fois de produire une offre, qui doit permettre de renforcer les 5 millions de logements qui forment notre patrimoine, et puis surtout qui doit servir avec les collectivités locales à accompagner les personnes. Et on sait que ces besoins d'accompagnement, ils sont nombreux. Pour ça, évidemment, mais j'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais pas maintenant, ben oui, il faut des moyens. Mais les moyens, ce n'est pas le débat premier. Le débat premier, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, et ensuite, quels sont les moyens qu'on se donne. C'est pour ça qu'on attend de la ministre d'abord une ambition, et puis ensuite une traduction de cette ambition. Donc des chantiers à mener de front. On l'a dit tout à l'heure aussi, gérer entre l'urgence, mais aussi l'inscription dans quelque chose qui ressemblerait à une politique plus de long terme. Peut-être Yannick, une réaction à ça, et vous, ce que vous voyez, Yannick Borde, comme dossier prioritaire, est-ce que vous intégrez, vous inscrivez Je voudrais reprendre une expression de Marie-Noël. C'est vrai que je pense qu'il y a du court terme et du long terme. Oui. Donc, le moment, c'est d'essayer de traiter l'extrême court terme et de se dire qu'est-ce qui pourrait très rapidement redonner un peu d'air au secteur et faire en sorte qu'il se relance. Et peut-être que c'est le positionnement du réseau Procivis qui fait ça, mais moi je m'inscris un peu sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on peut traiter le logement social, mais si on ne traite pas l'autre partie de la chaîne, à un moment donné, ça coincera. Et on le voit aujourd'hui notamment sur le parcours résidentiel, qui est quand même complètement à l'arrêt. Et là, on tombe sur les questions de pouvoir d'achat, sur toutes ces notions-là. Je pense que je reviens aussi parce quand on est une confédération, on est d'accord sur 100% d'accord sur 80 ou 70% des sujets, heureusement. Et donc on a des points de nuance ou de désaccord, mais plus de nuances. C'est vrai que moi j'insiste beaucoup quand même à un moment donné sur la situation des finances publiques parce que ma crainte c'est que on va avoir d'autres échéances, il va y avoir l'échéance de notation, il va y avoir des choses comme ça. Et on peut penser que c'est assez loin de la préoccupation de chacun d'entre nous ou de la vie quotidienne, mais ça a des répercussions immédiates. Donc il faut quand même qu'on soit sensible à cette question-là. Nous, le sujet qu'on va porter auprès de Valérie Létard très vite, qu'on a déjà griffonné depuis quelques temps et qu'elle connaît, je pense, ça concerne le prêt à taux zéro. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque en règle de l'accession sociale à la propriété depuis 2017. Ça avait commencé sur la première loi de finances en 2018 avec la suppression de l'APL, accession, et puis le coup de grâce, ça a été sur la loi de finances de cette année, avec la suppression du prêt à taux zéro sur 93% du territoire, un petit peu moins aujourd'hui, puisqu'il y a eu quelques zonages qui ont bougé cet été, et puis le fait que ce soit plus possible, sauf dans le cadre de l'accession sociale PSLA-BRS notamment, pour la maison individuelle. Alors on peut entendre le fait que quand les taux sont dans une pente assez forte à la hausse, que pour les finances publiques, ce soit quelque chose à maîtriser. Premièrement, on a une détente des taux d'intérêt, elle descend moins vite, mais ça descend, première chose. Et puis deuxième chose, on peut peut-être imaginer quelque chose qui serait, alors nous, ce qu'on avait appelé, Elisabeth Borne, elle a ça sur ses étagères dans le cadre du CNR, on lui avait donné la note, elle a été mise à la poubelle, c'est plus le prêt à taux zéro nécessairement, c'est un prêt à taux bonifié. Il peut être à zéro quand les taux de marché sont en moins de 2 ou en moins de 3%. Si demain les taux de marché sont un peu plus élevés, il est au taux de marché moins 3 points ou moins 2 points. Il faut faire le calcul, ça je pense que certains sont capables de le faire.
Mais par contre, on ne touche pas au mécanisme de différé de remboursement, on ne touche pas au plafond, on ne touche pas à la capacité, aux enveloppes possibles suivant les territoires et les plafonds. Et là, on rend la solvabilité à nouveau possible. Ça, la loi de finances 2025, elle peut écrire ça. Donc, on peut le faire dans les jours à venir. On peut très bien le chiffrer aussi, notamment en fonction des perspectives que ça pourrait avoir de relance. Et on décongestionne une partie, je ne dis pas que ça règle tout, mais en tout cas, on remet dans la chaîne, et notamment dans le parcours résidentiel, un petit peu d'air sur des territoires où tout est à l'arrêt. Je pense que ça peut avoir une mesure assez forte. Moi, ce qui est inquiétant aussi dans le contexte actuel, c'est que personne, et je pense que c'est une des grandes leçons aussi de la crise actuelle de tous les acteurs, c'est que personne ne se satisfait des difficultés des autres. Parce que dans cette chaîne, s'il y en a un qui se casse la figure, et je pense notamment à la filière de construction, on peut penser à certains promoteurs qui aujourd'hui sont quand même sous tension très forte. Et d'autres professions dont on Voilà. a parlé ce matin aussi. Ça dérape. D'ailleurs, aujourd'hui, on va même jusqu'aux sociétés de déménagement aujourd'hui qui ont des impacts. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'à un moment donné, on peut penser qu'il peut y avoir une autre politique, qu'il peut y avoir des éclaircies, ça repartira, à une condition, c'est que tous les acteurs de la chaîne soient encore suffisamment présents pour que ça reparte. Et pour ceux qui ont connu 2008, 2009, 2010, on a vu quand même un décrochage d'entreprises de bâtiments. Quand il y a eu la remontée en 2010-2011, on avait de réamorcer la... on n'est quand même pas sur quelque chose qui bouge facilement, on est sur un gros paquebot, donc le faire pivoter, ça demande du temps. Voilà, donc il faut y aller sur du court terme. Et puis, mettons-nous tout de suite autour de la table, ressortons toutes les imaginations qu'il y a eu dans le cas du CNR par tous les acteurs de la chaîne. Faisons le tri, comme tu l'as dit, on ne peut pas tout défendre. Je pense qu'il va falloir prioriser. On ne peut pas y aller tous la feu au fusil avec notre liste de courses et demander tout un tas de trucs. Il va falloir mettre les choses en ordre, trouver les bonnes priorités et essayer de construire des solutions à plus long terme. Accession à la propriété, et puis aussi cette idée de s'inscrire dans du long terme pour ne pas laisser les filières prendre trop de temps après pour réamorcer tout le travail. Valérie Fournier, vos chantiers prioritaires, alors prioritaires ou à mener de front, comme le disait Jean-Luc Vidon. D'abord, moi, je voudrais quand même dire que les organismes n'ont pas baissé les bras. Oui. En fait, en 2023, en 2024, on a continué à produire du logement. Aujourd'hui, dans les ESH, on fait près de 60 000 logements, comme l'an dernier. On fait l'ANRU, on fait la rénovation thermique. Et donc, j'aimerais, de la part de la ministre, qu'elle reconnaisse ce côté résilient et au rendez-vous, parce que, objectivement, nous, en tout cas, tout ce qu'on a signé, on a toujours été au rendez-vous de l'accord qu'on avait passé avec les pouvoirs publics. Et je pense que cette reconnaissance-là de l'efficacité des organismes HLM, il faut sortir de cette idée que les organismes HLM sont contre la politique publique. Ils sont bien évidemment menés par la politique publique. Ce qu'on veut par contre, et ça c'est ce qu'on a dit nous, y compris dès le mois de janvier, c'est deux choses. D'abord, pour qu'un organisme se mobilise, il faut qu'il ait une visibilité d'un temps acceptablement long. Alors le temps politique est de plus en plus réduit, et je ne pense pas que les mois qui viennent vont améliorer notre score, mais on a absolument besoin que la ministre s'engage sur un contrat avec le secteur sur les 3 ans qui viennent. Et il n'y a aucun souci, on est prêt à faire plus, on est prêt à faire. Après, on aura des sujets d'amélioration de notre situation financière. On est bien évidemment pour une rapide baisse du livret A. On est bien évidemment sur des sujets qui sont que la taxation RLS nous prend 6 points d'autofinancement. Ce n'est pas pour notre argent pour l'argent. Notre argent, il nous permet de faire des logements et de réhabiliter. Donc le sujet, c'est d'arrêter de déstabiliser nos bilans d'exploitation pour nous permettre de faire encore plus, et je suis intimement persuadée qu'on est prêt à rendre compte, on n'a aucun sujet là-dessus. La deuxième chose qu'on a demandé, c'est d'avoir une fiscalité qui ne tienne compte de l'intérêt général. On a une fiscalité aujourd'hui en France qui parfois prend des exonérations, mais ne tient pas compte de l'investissement public. En fait, votre bien immobilier, quel qu'il soit, il bénéficie aussi du fait que des gens ont fait des écoles, on fait, comme l'a dit le maire de Montpellier ce matin, des transports, etc., etc. Donc, plutôt que d'avoir une fiscalité par exonération, donnant un boost fiscal à la construction HLM, à la construction d'éléments de service public, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ont dit dans l'urne au mois de juin, c'est ça, c'est arrêter de nous oublier. Et ça vaut pour la France HLM et ça vaut pour la France globalement. Donc je pense qu'il faut revenir à un contrat clair, on est prêt à en rendre compte et avoir quelques outils
d'amélioration, en tout cas pour les organismes, pour qu'ils puissent faire encore plus. Mais on sera au rendez-vous, ça c'est certain, et c'est ce qu'on peut dire à Valérie Létard. Donc un contrat qui mette clairement en scène et une reconnaissance. D'un côté, on a la reconnaissance, de l'autre côté, on avait aussi avec Marie-Noëlle Lienemann l'idée de calculer un petit peu ce que vous rapportez, avec vous qui êtes bien des faiseurs et résilients dans la situation. J'aimerais là, dans les quelques minutes qui nous restent, vous entendre plus sur le travail parlementaire qui doit commencer assez vite, hein, puisque sinon on va être un petit peu en retard sur le budget. Qu'est-ce que vous attendez chacun, en vraiment quelques minutes, des parlementaires et de ce travail sur le projet de loi de finances en matière de politique du logement? Mais je commence par vous, Marie-Noëlle. Je vais laisser à mes collègues une partie du discours parce que de toute façon, on sait ce qu'on attend en priorité. On attend en priorité la fiscalité, notamment la remise en cause de la RLS au titre de ce que tu dis. Bref, on connaît ce qu'on demande aux parlementaires. Le plus difficile, ça va être d'arbitrer. Déjà d'arbitrer pour que le logement social soit la priorité par rapport à d'autres secteurs. Je suis d'accord pour aider les autres secteurs, mais on correspond à une demande sociale beaucoup plus lourde. Moi, je voudrais parler, parce que c'est le sujet de l'innovation, de comment le court terme doit préparer le long terme. On a aujourd'hui une immense difficulté à faire de l'accession sociale à la propriété quand on veut faire muter l'ancien. Or, tout le monde nous dit, l'État nous raconte, mais il n'y a pas besoin de construire beaucoup, il y a déjà tellement de trucs vides à remettre en état, ce que, à mon avis, n'est pas tout à fait exact. Il y a Lausanne, oui. Mais on n'a pas quand on prend les opérations concrètes, qu'on veut transformer des bâtiments anciens, que ce soit d'ailleurs dans les centres-villes ou dans les banlieues et autres, pour faire de l'accession moyenne et modeste à la propriété, ça ne rentre pas financièrement. Je demande à la ministre et aux parlementaires d'engager un programme d'innovation sur X logements qu'on pourrait fixer, où on va tester avec des aides publiques le moyen de réussir la reconquête du parc ancien pour en faire du parc habitable et notamment en accession à la propriété, car c'est vital pour la mixité sociale. Dans le même ordre d'idée, l'association des maires ruraux nous explique qu'ils ont des tas de besoins. Enfin, chaque village n'en a pas beaucoup, mais quand vous mettez, il y a quand même 30% de la population française qui vit dans ces secteurs. Et qui nous dit les HLM ne sont pas au rendez-vous. Mais pour des tas de raisons concrètes qu'on pourrait des trucs. Moi, je propose qu'on ait un programme expérimental avec les maires ruraux sur comment on répond mieux à leurs besoins, parce que là aussi, quoi qu'on en dise, il y a à la fois des problèmes juridiques, mais il y a aussi des problèmes d'équilibre d'opération. Je prends ces deux exemples. Le troisième exemple du moyen terme, on avait travaillé sur la nouvelle vie, là, comment on l'appelle ça, la deuxième vie. Il ne faudrait pas enterrer le sujet, parce que c'est l'avenir de nos bâtiments et de nos capacités de mutation. Bref, j'attends beaucoup de choses, mais au moins qu'il n'y ait peut-être pas des crédits gigantesques, mais des crédits expérimentaux à vocation de s'élargir ultérieurement dans des pistes majeures, parce qu'il va falloir faire face aux ânes, à la mutation de l'ancien et à l'équilibre du territoire. Donc en gros, on a besoin de beaucoup d'agilité pour transformer. Et les HLM savent innover. Je pourrais vous donner une liste, on en a tous. Les COP HLM sur le terrain, comme l'ensemble des organismes, ont fait des trucs très innovants. Maintenant, il faut avoir les moyens de pouvoir passer à un niveau supérieur et de pouvoir généraliser la réponse aux besoins diversifiés de la population française. Jean-Luc Vidon, de votre côté, est-ce que vous avez des attentes précises justement au côté parlementaire et ce projet de loi de finances qui va commencer sa trajectoire au Parlement? Qu'est-ce que vous attendez précisément? Ce qu'on attend, c'est une politique qui ne soit pas court-termiste, mais on a besoin de dispositions urgentes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps. Oui, relancer la construction, c'est important, mais on en verra le résultat. Enfin, nos locataires, les demandeurs de logement, en verront les résultats dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. La réhabilitation, ça va un peu mieux. Là, il faut plutôt ne pas baisser la garde, parce que les bailleurs sociaux travaillent activement et ils ont besoin d'arrêter le stop and go entre gel et dégel des crédits. Ça, c'est insupportable. C'est pas très responsable quand même quand on a à gérer la transition énergétique, de s'arrêter, de repartir et de s'arrêter à nouveau. Bon.
Donc c'est le deuxième élément. Ça prend un peu de temps quand même. Et puis, par contre, ce qui me semble important, c'est de travailler, alors, et je rejoins le thème du congrès qui est l'innovation, sur la question de la vie quotidienne et des services. Parce que ça a un impact possiblement immédiat. Parce qu'on montre à nos locataires, à leurs associations, qu'on s'intéresse, qu'on travaille, qu'on concerte, qu'on monte des projets, qu'on est capable de traiter des situations collectives et des situations individuelles. Donc les grands chantiers du mouvement HLM, eh ben, ils doivent, à mon avis, aussi porter sur ces questions. Oui, on a besoin de moyens pour investir, mais on a besoin de moyens pour gérer. Entre parenthèses, la RLS, elle pèse sur les comptes de résultats des organismes. Donc ça pose une vraie question. Et puis, dernier élément, je pense que, et je le dis là en tant que vraiment président de l'AFNAR, on a aussi besoin, avec les collectivités locales, de savoir comment on travaille avec les territoires et finalement, comment l'État poursuit ce processus de décentralisation qui permet de l'expérimentation, qui permet de la différenciation, bref, qui permet aux bailleurs sociaux et aux territoires, ensemble, d'innover en tenant compte des spécificités locales. On voit que l'innovation revient, l'expérimentation, c'est bien, on va avoir la plénière juste après. Il nous reste 2 minutes chacun pour nous dire un petit peu, donc il y a déjà pas mal de choses de dites, mais ce que vous attendez du travail parlementaire. Alors votre question, c'est le travail parlementaire. Alors comme on n'avait pas de gouvernement et pas de cabinet à voir depuis 3 mois, Oui. on a vu pas mal de parlementaires depuis la rentrée du coup. En fin de compte, il y a un sujet qui tourne un peu en boucle, c'est le sujet des finances, parce que on est toujours dans ce contexte où on nous parle des dépenses et puis on cloisonne et on ne parle pas des recettes, ou on parle des recettes quand on ne veut pas parler des dépenses. Donc, et on voit bien aujourd'hui que dans l'impasse budgétaire, en tout cas l'écart de budget qu'il peut y avoir, vraisemblablement qu'il y a un écart significatif qui provient de la baisse de l'activité immobilière. Rien que sur la TVA, la recette de la TVA, on nous parle de 8 milliards d'écart par rapport à la prévision. Quand vous regardez les territoires, les départements sont pareils en souffrance sur leurs recettes, notamment en lien avec les DMTO. Donc à un moment donné, il va falloir quand même que dans la discussion qu'on a sur les solutions, c'est certes qu'on la chiffre, mais qu'on la challenge aussi un peu en recettes. Alors moi, il se trouve qu'avec une de mes casquettes, qui est le président du Crémerie de France, je suis régulièrement à Bercy où je les vois nous challenger comme des malades sur des scénarios stressés, sur tout un tas de sujets sur la situation du système bancaire. Et je me dis qu'on pourrait peut-être les challenger aussi un peu de la même façon en disant quand on prend une mesure, on regarde ce que ça coûte, ça c'est pas super compliqué nécessairement à chiffrer, mais on regarde ce que ça a comme impact aussi de l'autre côté. Alors on a bien conscience qu'il y a une étanchéité des recettes et des dépenses, ça c'est la règle des budgets publics, mais en même temps il y a quand même des impacts à chaque fois. Donc je pense qu'il faut les accompagner là-dessus, il faut accompagner la ministre sur les sujets, il faut qu'on travaille tous en termes de transparence pour parfaitement bien juger ce qui va devoir être fait et dans quel ordre on prend surtout les dossiers qui sont devant nous. Merci. Valérie Fournier et Marcel pour conclure. Donc on je vais aller vite évidemment parce que Marcel Ouais. s'inquiète de son temps et je ne voudrais pas l'empêcher de finir en beauté. Je vais dire plusieurs choses. D'abord, je pense que c'est un bon signe qu'il y ait un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée. Ça, c'est une bonne chose. On va pouvoir les voir en action, parce que l'intention est bonne, on va voir en action, mais en tout cas, c'est une bonne chose que la question du logement, de manière générale, soit aujourd'hui considérée comme prioritaire par l'ensemble des groupes à l'Assemblée républicaine, en tout cas. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, nous, ce qu'on attend, c'est un contrat clair, et on est prêt à en rendre compte, ça c'est clair aussi chez nous. La deuxième chose qu'on attend, c'est qu'on attend d'avoir une capacité à aller plus vite. On a beaucoup parlé des JO cet été, on a trouvé ça formidable que la France fasse les JO 2024. En matière de logement, avoir la possibilité très vite de faire rapidement, de s'exonérer des règles de recours et d'urbanisme, c'est indispensable si on veut relancer la machine, et je suis sûre qu'on peut la relancer y compris en achetant comme en produisant des logements, et je rejoins de ce point de vue-là le plaidoyer pour la maîtrise d'ouvrage. La troisième chose, c'est que je pense qu'on a une question sur le zonage et sur l'analyse territoriale du besoin qu'il faut qu'on précise, et de ce point de vue-là, avoir des parlementaires issus de tous les territoires, peut-être une façon de renouveler, parce que le sujet des zones de la zone 3, c'est que c'est pas équilibré et ça ne sera jamais équilibré, mais les prix de la construction, eux, ont monté partout sur toutes les zones.
Et la dernière chose, alors je rejoins Marie-Noëlle sur le fait que l'Europe n'est jamais forcément très simple. Pour nous, malgré tout, moi, ce que je retiens dans les derniers temps, c'est pas tellement la nomination du commissaire européen, c'est ce qu'a dit M. Draghi sur la nécessité pour l'attractivité de la zone euro de refaire des investissements. Et je suis persuadée que le sujet du logement est un élément essentiel de l'attractivité et qu'il peut aller vite. Voilà, 2 minutes 18. Super, bravo, merci. Et puis c'était très clair, hein, les contrats. Je vais revenir. Marcel Rogemont. Non, mais ce que vient de dire Valérie, je le partage. Et d'ailleurs, le dernier budget auquel j'avais participé en tant que député, on dépensait 42 milliards pour la politique du logement. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 36 milliards. C'est-à-dire qu'on a baissé de près de 17 à 18%, 20% pratiquement, la dépense logement. Ça, c'est une orientation politique de fond qui a un terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est déjà exsangue et qu'on n'a pas la capacité à réagir. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on prenne l'exacte mesure de ce que ça veut dire d'enlever comme ça, de passer de 42 à 36 milliards, sans avoir discuté de l'ensemble. Parce que quand on a fait le CNR logement, c'est de cela dont on discutait. C'est de cela où on a fait des propositions. Eh bien, c'est tombé, voilà, c'est tombé, je veux dire, je ne sais pas où c'est tombé d'ailleurs. Hein, voilà, aux oubliettes. Donc, on ne peut pas continuer à baisser la dépense logement dans ce pays. Voilà. Ce n'est pas possible de continuer cela. Ça a des effets économiques, fiscaux, sociaux très importants, puisqu'on dit tout le temps, mais le logement c'est un coût, mais c'est une recette, etc. Mais donc, il faut arrêter ça. Et pour ça, il faudrait arrêter de penser qu'on n'a plus besoin de construire de logements, parce que c'est de cela dont il s'agit. On tord le truc pour dire ben, c'est pas la peine de construire des logements aujourd'hui qui vont être en 2040 ou en 2050 vacants. Hein. Sauf que si on veut payer nos retraites, enfin pas les miennes, mais ceux qui arrivent après, parce que moi ça va, plus de problème. Mais si on veut, il faudra bien qu'il y ait des immigrés qui rentrent en masse dans notre pays pour travailler, parce que la population active de notre pays est en train de baisser. Et que par rapport à cela, de toute façon, nous aurons besoin de logements. Pour ces gens qui vont arriver, pour nous remplacer. Parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait un équilibre dans notre pays, il faut prendre les vrais problèmes tels qu'ils sont. On a besoin de construire du logement. On a besoin d'une partie d'argent nécessaire à ce logement, à cette politique du logement. Et donc, on doit arrêter de passer de 42 à 36. Il faut rectifier un peu le tir. On ne reviendra pas à 42, mais il faut rectifier un peu le tir parce que sinon, on est exsangue et on ne pourra pas, avec la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas faire ce que l'on doit faire normalement. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon à la fois sur l'aspect global, national, l'ambition, et on arrive jusque plus précisément les demandes et les attentes. C'était très très clair les messages que vous avez fait passer, très pragmatiques et puis en même temps inscrits sur le long terme. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir donné tout votre aperçu sur l'actualité politique. Merci beaucoup.